Radio J. Affaires publiques, Alexis Lacroix. Radio J. Élie Bérécy, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Radio J. Je crois que c'est une première pour vous. Oui, en effet. On vous accueille avec plaisir. Vous êtes politiste, vous êtes analyste international, vous êtes diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, dit Sciences Po, et vous vivez à Paris, mais aussi à Tel Aviv. Vous avez une expertise en tant que politiste franco-israélien, et vous avez récemment publié donc l'article à la suite duquel je vous ai invité à venir à Radio J, publié donc sur le site de l'Obs, avec le risque d'une déconstruction ou d'une destruction progressive de l'État de droit en Israël, le gouvernement contre l'État. On va y venir dans un instant. C'est un commentaire libre, une analyse politologique que vous faites du projet de réforme de la Cour suprême israélienne, Bagatz, par l'actuel exécutif, la fameuse réforme Levin-Rothman, dans le jargon des gens comme vous. Alors justement, expliquez-nous pourquoi vous considérez qu'il y a un véritable danger dans l'hypothèse, peut-être de moins en moins avérée, où cette réforme serait adoptée en Israël et où Binyamin Netanyahou parviendrait à ses fins. Alors tout d'abord, merci beaucoup de me recevoir. Effectivement, j'ai publié cet article qui est à mi-chemin entre l'analyse et la tribune. L'analyse parce que j'utilise des outils de la science politique, des outils de comparaison, et la tribune parce que, mine de rien, j'émets un jugement sur cette réforme. Moi, c'est une réforme qui me semble dangereuse. Alors pourquoi est-ce que c'est une réforme qui risquerait de mener Israël vers un régime illibéral ? Je pense que c'est très important d'abord de définir ce que c'est qu'une démocratie libérale et ensuite d'expliquer en quoi cette réforme pourrait supprimer les conditions de la démocratie libérale en Israël. On peut dire que démocratie libérale, c'est un terme à la mode. La définition fluctue. On fait souvent référence à Viktor Orban en Hongrie, qui en est un petit peu l'initiateur. Viktor Orban, justement, c'est plutôt la démocratie illibérale. La démocratie illibérale, absolument, c'est ce que je disais. Et la démocratie libérale... Ah bah oui, elle s'oppose, oui, absolument. C'est quelque chose qui est plus ancien dans la... Voilà. Et donc la démocratie illibérale, avec le suffixe privatif, il y en a donc un modèle, au fond, en Europe qui est la référence de beaucoup de politologues, de gens comme vous. C'est effectivement la démocratie hongroise actuelle de Viktor Orban. Et j'intercale une question, vous allez y répondre de manière plus déployée, Bérécy, ce matin sur Radio J. Manifestement, il y a aussi une forme de séduction de ce type de modèle alternatif ou disruptif sur le cerveau, peut-être le cerveau droit, du Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou. Alors, M. Binyamin Netanyahou n'est pas du tout une exception. Je pense qu'on n'a pas d'exception israélienne dans ce cas-là. On a ce même phénomène en Pologne, au Brésil, en Turquie, dans beaucoup d'États dans le monde, quel que soit par ailleurs leur substrat culturel. Donc c'est pas quelque chose de spécifique à l'Occident ou à l'Orient. Maintenant, donc, en Israël, on a un régime qui est un régime parlementaire. Le gouvernement, l'exécutif, dépend des coalitions parlementaires pour exister. Son mandat dépend de ça. Donc, de fait, on n'a déjà pas une séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif, comme on peut l'avoir en France, comme on peut l'avoir aux États-Unis, comme on peut l'avoir dans beaucoup d'autres démocraties. Or, la démocratie libérale présuppose un certain nombre de préconditions qui ne sont pas toutes suffisantes ni nécessaires, mais notamment la séparation des pouvoirs. Alors chez des spécialistes comme vous, on cite souvent Montesquieu, on dit au fond la tripartition, pouvoir législatif, pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire qui sont séparés par nature. Mais en Israël quand même ça a existé pendant un moment dans l'histoire de l'État, non, Élie Bérécy ? Alors il y a les pratiques. Et il y a la règle écrite. En l'occurrence, en Israël, il y a très peu de règles écrites concernant l'agencement constitutionnel, parce que la proposition de Léo Cohn en 1948 de constitution, qui devait être votée en octobre 48, l'a pas été pour diverses raisons, à la fois de politique intérieure et aussi les circonstances extérieures. C'était la guerre d'indépendance, donc c'était compliqué de définir un ordre constitutionnel à ce moment-là. Ouais. Depuis, on a des lois fondamentales sur le modèle de l'Allemagne, de la République fédérale allemande, qui a aussi une série de lois fondamentales qui organisent l'agencement des pouvoirs entre eux. On a donc en Israël ce régime parlementaire monocaméral. Il n'y a pas de chambre haute, de chambre basse, il y a une seule chambre, la Knesset, et qui définit ensuite le gouvernement, qui élit également le président. Pas de Gérard Larcher en Israël. Voilà. Le seul contre-pouvoir en Israël, c'est ce qu'on appelle la haute cour, donc soit Mishpat HaElyon, soit Mishpat Gavoa, Beit Mishpat Gavoa Hatzedek. Vous pouvez traduire en français ?
Donc la haute cour de justice, Bet Mishpat Gavoa Tzedek, et qui est plus connue sous son acronyme de Bagatz, du coup. Donc voilà, c'est le fameux Bagatz, et c'est en fait le seul contre-pouvoir, étant donné que sinon tout dépend du Parlement, et donc des 120 élus qui sont même élus par un scrutin uninominal, un scrutin à liste sur une seule circonscription nationale. Absolument. Le problème de cette réforme, c'est que en soi, elle pose sur 2 points. La première, c'est le périmètre de compétence de la Cour suprême et sa capacité à retoquer des lois votées par le Parlement. Mais ça, on va y revenir parce qu'elle ne le fait pas de façon discrétionnaire. On peut le dire tout de suite, ici, l'idée de la réforme Levin-Rothman, c'est de réduire cette capacité de retoquage, comme vous dites. C'est-à-dire que, au fond, de ce point de vue-là, il y aurait un législateur, la Knesset, acquise aujourd'hui à la droite israélienne, qui serait en capacité de faire passer sans véritable contrôle de constitutionnalité, pour parler comme les Français, un certain nombre de lois ou de décrets, et il n'y aurait plus de vérification de la part de Bagatz. C'est ça. Pour parler comme le juge Aaron Barak, d'ailleurs, qui parle aussi de contrôle de constitutionnalité. Oui, si je parle comme le juge Aaron Barak... Voilà, qui est un grand monsieur de l'histoire judiciaire juridique d'Israël. Et donc, le problème, c'est que cette réforme porte sur à la fois la capacité de la Cour suprême d'exercer un contrôle de constitutionnalité sur les lois votées par la Knesset. Elle ne le fait pas n'importe comment, elle le fait en se basant sur le droit existant qui déjà est voté par la Knesset. Donc on n'a pas, contrairement à ce qui se dit, une suprématie des juges sur le législatif. On a une suprématie du droit déjà existant sur le droit à venir. Exactement. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la question de la nomination des juges. Tout à fait. Donc actuellement, il y a un système qui date en fait de 82 ou 84, si j'ai un peu peur de vous dire une bêtise, mais c'est pas grave, enfin des années 80. Des années 80, qui est lui-même une réforme d'un système établi en 1952. D'accord. Voilà, donc on a une commission de 9 personnes, 3 juges de la Cour suprême, incluant le président de la Cour suprême, le ministre de la Justice, un autre membre du gouvernement choisi à la discrétion du cabinet, 2 membres de la Knesset. Alors depuis les années 90, en général, c'est un membre de la coalition et un membre de l'opposition. Et 2 membres de la Israel Bar Association. En fait, c'est l'association des avocats, donc c'est la représentation des partis de la défense. Alors je rappelle, nous sommes ensemble sur Radio J ce matin, nous commentons donc le projet, pour l'instant un petit peu encalminé, mais enfin pas forcément de réforme de la Cour suprême ou constitutionnelle, si l'on veut, israélienne. Donc vous nous dites qu'il y a 2 problèmes, au fond, eu égard au fonctionnement d'un état de droit normal. Que prévoit la réforme Levin-Rothman en ce qui concerne la nomination de ces fameux membres de la Cour suprême, justement, Elie Berissi? Alors, c'est là que la question devient particulièrement délicate. C'est que, évidemment, pour l'instant, effectivement, on a un problème de cooptation des juges. Et encore, en réalité, cette cooptation se fait avec l'assentiment des représentants du parti de la défense. Parce que c'est très important de rappeler que la Cour suprême fait le contrôle de constitutionnalité, c'est également la Cour d'appel. Donc il défend le public et les citoyens face aux potentiels abus de l'administration ou du gouvernement. Donc c'est très important que la partie de la défense soit représentée dans cette commission. La réforme Levin-Rothman vise à notamment donner beaucoup plus de poids aux législateurs et donc au gouvernement dans ce processus de nomination. Ce qui pose la question des nominations politiques. Ça, c'est un premier point. Donc la question de l'indépendance de la justice est posée dès lors que les élus, les pouvoirs élus, ont la main sur, ou en tout cas une influence plus grande sur la nomination des juges, au détriment des professionnels du droit. Absolument. Ce qui a déjà existé en Israël, avant 1953, les juges étaient nommés au prorata de la représentation politique. Alors donc ça fait porter... Cette transformation annoncée, Elie Berissi, ferait porter une menace particulièrement importante sur, on va dire, la pérennité de l'état de droit israélien. Sur la capacité, en tout cas pour le public israélien, de pouvoir faire appel de décisions du gouvernement ou de décisions administratives qui pourraient enfreindre leurs droits fondamentaux. D'autant que ces droits fondamentaux pourraient être constamment redéfinis par un Parlement qui disposerait d'une majorité simple, étant donné qu'on n'a plus de possibilité de censure des actes du Parlement. Alors Elie Berissi, je vais me faire l'avocat des diables, si vous me passez l'expression.
il y a donc chez les illibéraux, vous avez cité Bolsonaro, enfin vous avez fait allusion à Bolsonaro tout à l'heure, j'ai fait allusion à Viktor Orban, il y en a d'autres, hein, effectivement. Il y a un argumentaire assez rodé désormais, que nous retrouvons d'ailleurs dans la coalition italienne de Giorgia Meloni. Ils comprennent ce que vous dites, mais ils vous objectent à des élibérécis comme vous, ils objectent immédiatement cet argument, donc on comprend. Oui, mais on ne peut plus, dans nos démocraties avancées, contourner à ce point la représentation nationale en tant qu'elle est l'émanation de la volonté populaire. Autrement dit, je termine ma question, il s'agirait, au travers de ces réformes, décrites comme antidémocratiques par la gauche, de redonner simplement un tout petit peu de souveraineté à la voix populaire. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument, Elie Bérécy ? Il y a, je pense, au moins 3 points. Le premier, c'est il faut bien comprendre que les organes de contrôle judiciaire, qui peuvent avoir des défauts liés au milieu social d'où viennent les juges, des biais de nomination, enfin tout un tas de problèmes de représentativité. Mais ces gens-là sont des professionnels du droit qui jugent en fonction du droit existant. Ce droit existant a été formulé par la représentation populaire. Et si la représentation populaire veut modifier ce droit, elle le peut, mais il faut qu'elle respecte un certain nombre de procédures et de procédés qui maintiennent la cohérence de l'appareil légal. Sinon, en réalité, on se retrouve dans des situations où le droit se contredit lui-même. Et dans ce cas-là, quand le droit se contredit lui-même, il faut qu'un juge tranche. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point... Rapidement, parce qu'on a d'autres questions après. Le deuxième point, c'est que la représentation populaire, elle dépend justement d'une volonté populaire qui, en démocratie, par principe, n'est jamais ni unanime, ni permanente. On parle du principe qu'en démocratie, toute majorité est temporaire et peut se retrouver dans la minorité. Bien sûr. Pour le dire autrement, un gouvernant, fût-il le président de la République en France, est toujours en CDD, comme l'a rappelé utilement Alain Minc concernant Emmanuel Macron récemment. C'est ça. Et par conséquent, donner trop de pouvoir à une majorité à un instant T, ce serait risqué que cette majorité abuse de ce pouvoir justement pour se maintenir indépendamment des évolutions politiques ultérieures. Et le troisième point, c'est la question du peuple. Et là, en Israël, on a un problème parce qu'on a à la fois la question de l'ethnos, Israël est l'État-nation du peuple juif, donc d'une ethnie, pour reprendre le terme grec officiel utilisé au temps du Second Temple, et en même temps l'État de ses citoyens qui ont vocation à participer à la vie politique et qui ne sont pas tous membres de l'ethnos juif. Et ce champ de tension n'a jamais été vraiment résolu depuis 75 ans. Ça, c'est le démos. Et ce champ de tension n'a pas été résolu. Et du coup, en fait, quand ces gens-là parlent de la volonté populaire, on ne sait pas de quel peuple ils parlent. Elie Bérécy, donc nous sommes ensemble sur Radio J, c'est très intéressant. On parle de ce projet de réforme, vous le décryptez, disons, juridiquement, politiquement, philosophiquement. Avançons parce qu'on a plein de questions encore à traiter et malheureusement, le temps file. Les formats médiatiques sont toujours, malheureusement, contenus par le temps. Alors, il y a un autre aspect dans votre article qui était très intéressant. Vous montrez, au fond, qu'il y a un démantèlement de l'intérieur de l'État. Enfin, si on s'abandonne à la logique qui est celle de la réforme en cours. Et vous inventez, je crois, le terme de non-étativité, une situation de non-droit et de non-étativité, Marmlortiut, que vous avez forgé, si j'ai bien compris, qui viendrait décomposer la gouvernementalité souveraine. Et vous prenez comme exemple de cette décomposition le Behemoth, qui a été théorisé par un politiste juif allemand, ne revenons pas là-dessus, Franz Neumann, que vous avez lu comme moi. Mais vous prenez comme exemple la façon dont Bezalel Smotrich commence à concevoir son action, notamment dans certaines zones de Yehuda Shomron. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit, Elie Bérécy ? C'est-à-dire comme si c'était une sorte d'avant-goût de ce qui arriverait dans l'hypothèse où la réforme serait finalement adoptée. Alors, Bezalel Smotrich est donc ministre du Budget et également ministre auprès du ministre de la Défense pour la Judée-Samarie. C'est un cumulard, hein, on dirait. En France, on dirait que c'est un cumulard. Hein. Et c'est plus compliqué que ça, parce que les attributions de portefeuille en Israël, c'est un système qui est très différent de celui de la France. Donc ça, c'est pas tellement le problème d'avoir un ministre avec 2 casquettes. C'est surtout que, par contre, on a un ministère avec 2 ministres. Un ministère qui est vital pour l'État d'Israël, puisqu'il s'agit du ministère de la Défense. Et je pense que je n'ai pas besoin de revenir sur l'importance de l'armée en Israël. Et en fait, le problème de cette réforme, c'est qu'une fois enactée, elle permettrait d'éliminer les procédures ou le cadre légal de l'action des ministres et de l'attribution des compétences aux divers ministres. Et donc, en fait,
ces ministères, c'est déjà le cas avec les négociations de coalition, mais sont attribués à des enchérisseurs politiques dans le cadre des négociations. Maintenant, il y a le risque qu'avec cette réforme et l'affaiblissement du cadre légal qui définit leur action, ces ministères deviennent de véritables fiefs. Oui. Et que l'État, en tant qu'entité cohérente, indépendante de la vie politique changeante, se retrouve en réalité à être divisé entre divers petits chefs politiques qui ont chacun leur agenda idéologique. Ce qui est le cas, on va dire, des grandes nations européennes sous la période médiévale, par exemple. Vous n'aviez pas vraiment de la constitution d'un État, vous aviez plutôt des principautés qui se faisaient un peu la guerre les unes avec les autres. Pas exactement, parce que il y a plutôt... La comparaison, elle serait plutôt avec certains États fascistes en Europe, ou alors certains États du tiers-monde durant la guerre froide, où en réalité, voilà, on a des logiques d'appareils et différents appareils qui sont en réalité plus ou moins autonomes et cherchent à capter les ressources que l'État lui-même capte sur la population pour soit des intérêts privés, et là on est dans la pure corruption, soit pour des intérêts idéologiques. Et là, en l'occurrence, Bezalel Smotrich est le représentant donc des résidents juifs de Judée-Samarie qui ont en tout cas pour une part importante d'entre eux, un agenda idéologique particulier qui reformule complètement ce qu'ils entendent par un État juif et une souveraineté juive. Alors c'est absolument passionnant, Elie Biressi. J'aimerais qu'on fasse un peu le tour aussi d'autres questions, mais qui sont liées. On l'a cité au début. On pense qu'on veut de Binyamin Netanyahou, mais au fond, c'est un libéral classique, pas un illibéral, c'est un libéral classique, plutôt forgé dans la matrice américaine. Qu'est-ce qui lui arrive ? C'est quoi cette conversion tardive à l'illibéralisme ? Comment vous interprétez ça, vous ? Je ne sais pas si elle est si tardive que ça. Netanyahou est revenu au pouvoir à la fin des années 2000 et il avait déjà eu un tournant plus conservateur par rapport à son arrivée dans la vie politique dans les années 90, où il flirtait tout de même avec le populisme, mais où il y avait cet air du temps. On avait quand même un Israël plus libéral, etc. Oui. Empreinte du Trumpisme désormais. Alors, il y a les liens très forts de Netanyahou avec les élites républicaines qui sont passées d'un certain conservatisme à un populisme parfois assez virulent. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a le fait de dire que Netanyahou est un libéral classique, ça se discute, mais depuis 2015... vous pensez que je m'illusionne quelque part ? Non, je pense en tout cas que son évolution politique, elle est beaucoup plus ancienne que ça. En 2015, on avait déjà eu un moment où on avait eu un tournant populiste très fort, lors de son élection de 2015. Et par ailleurs, il y a des effets conjoncturels. Il y a ces procès. Donc on ne va pas se prononcer sur la réalité potentielle de ces crimes ou pas. Enfin, ça, c'est c'est beaucoup dire, non ? C'est à la justice de trancher. Et voilà. C'est des affaires de corruption. Donc ça ressort du droit criminel. Après, effectivement, c'est pas quelqu'un qui a été accusé de violence ou de violence sexuelle, comme par exemple Katz, l'ancien président. On est sur des affaires de corruption, dont une qui a pu mettre en danger la sécurité de l'État. Mais encore une fois, on est sur des allégations. Il y a une enquête en cours, il y a un procès. Donc ça, c'est la question de sa culpabilité. Voilà. Mais ça l'a mis en difficulté politiquement. Et donc il a changé de braquet quelque part. C'est ça que vous nous dites, Elie Biressi. Et il a dû se tourner vers des alliances avec des entrepreneurs politiques qui sont de vrais activistes, de vrais idéologues, pas des professionnels de l'administration de l'État ou de la vie politique parlementaire. Ben Gvir et Smotrich, ce sont des activistes. Ce sont des gens qui manifestent dans la rue, qui parfois font le coup de force ou le coup de poing contre des populations civiles palestiniennes, contre la police, c'est arrivé aussi. Du coup, il s'est retrouvé avec ses nouveaux alliés. Et depuis maintenant 2 ans, et avec ces élections à répétition, on a eu en fait une fuite en avant et une nouvelle pratique politique qui s'est mise en place. Alors, il ne faut pas forcément qu'on se fasse peur non plus, Elie Biressi. Je vais là aussi me faire l'avocat des diables, c'est mon métier. Est-ce que vous êtes sûr que cette alliance avec ces nouveaux alliés est pérenne et qu'il n'y a pas le désir du Premier ministre, qui est un fin tacticien, d'un jour de remplacer ces 2 personnes par des alliés plus classiques et notamment par la coalition, la plateforme, disons, l'en marche israélien fondée par Benny Gantz ?
On peut se perdre en conjecture, voilà, et extrapoler à partir de ce qu'on croit savoir des acteurs politiques. C'est peut-être ton cas. On n'est pas dans leur... Non, mais je fais mon autocritique en direct, vous voyez, sur Radio J. Ni vous ni moi ne sommes dans la tête de Benyamin Netanyahou. Et peut-être que lui-même n'est pas totalement arrêté, parce qu'il y a aussi un mélange de convictions. Netanyahou, c'est encore une fois pas le même Likoud que celui de Menachem Begin. Menachem Begin, c'est quelqu'un qui croyait en la suprématie de la loi, qui avait une très bonne relation de travail avec Aaron Barak, et Benyamin Netanyahou, au contraire, est quelqu'un qui a diabolisé Aaron Barak. Maintenant, je pense que la bonne comparaison, ce serait plutôt avec quelqu'un comme Erdogan. D'accord. Et Netanyahou a eu un basculement avant même qu'il fasse entrer et parraine Ben Gvir et Smotrich en politique. Donc il y a une part d'affinité élective. Maintenant, s'il voit que ça va trop loin, on peut espérer, parce que là, beaucoup d'éléments de son héritage politique en termes d'économie et de diplomatie ont été mis à mal. Pas forcément de manière irrémédiable, mais ont subi des coups. Il a laissé faire. Donc moi, ça ne m'engage pas à de l'optimisme quand je vois son action actuelle, mais on peut espérer. Il nous reste malheureusement à peu près 3 minutes et demie ce matin sur Radio J avec vous, Elie Beressi, vous êtes politiste, on analyse la situation d'Israël. Je voulais quand même qu'on parle de l'international, car cette réforme que vous contestez, ce projet de réforme intervient à un moment qu'on peut qualifier peut-être comme ça de fragilisation des alliances essentielles d'Israël dans sa région, dans son aire civilisationnelle et dans sa région géographique. Alors, il y a ces déclarations, nous avons échangé en préparation de cette émission à ce sujet, d'Eli Cohen, l'ancien patron du Mossad, qui dit « Tout n'est peut-être pas perdu du côté de l'Arabie Saoudite ». Est-ce que la menace iranienne, ne revenons pas sur les différents aspects de cette menace, peut être un catalyseur en quelque sorte pour reprendre quelque chose qui a été mis entre parenthèses, abandonné peut-être provisoirement avec de nouveaux alliés du monde arabe et en particulier avec Riyad? Alors pour l'instant, rien n'a été abandonné. Les nouveaux alliés arabes, ou en tout cas les nouvelles sympathies qu'Israël peut trouver dans la capitale arabe, ont été un petit peu refroidis. Je pense pas tellement en raison des atteintes potentielles à la démocratie, en tout cas la démocratie libérale en Israël. C'est important que vous disiez ça, hein, parce que toute la gauche française bien pensante dit c'est la faute de Netanyahou si les accords d'Abraham paraissent en tout cas être actuellement au point mort. Je ne sais pas ce que dit la gauche française, je vois ce que dit l'opposition israélienne qui n'est pas forcément de gauche d'ailleurs, et il y a une partie de ça, mais pas forcément pour les raisons évoquées. En fait, le problème de cette réforme, c'est pas tellement, en tout cas pour les capitales arabes telles que je le vois, c'est pas tellement qu'elle pourrait poser des atteintes à la démocratie, parce qu'on n'est pas sur des régimes démocratiques, donc ça, c'est pas quelque chose qui leur poserait problème. C'est que, de un, elle crée de l'instabilité en Israël, et de deux, elle donne des leviers au sein de l'appareil d'État à des personnalités politiques qui sont des activistes, pas des pragmatiques, et donc ça peut faire peur aux capitales arabes. Et Beressi, encore un mot là-dessus, hein, sur la reprise ou pas des accords d'Abraham. Vous êtes de ceux qui défendaient une diplomatie d'ultra-pragmatisme. Est-ce que vous pensez qu'il y a des raisons valables pour un certain nombre d'acteurs arabes qui n'ont pas encore signé ces accords de reconnaissance mutuelle de se tourner vers Jérusalem et de dire nous, on a envie de faire partie de la plateforme? Il faudra voir en fait, tout va dépendre de l'attitude de l'Arabie Saoudite, je pense. On est dans un moment extrêmement délicat au sein de la Ligue arabe avec donc la réélection d'Erdogan qui ne fait pas partie de la Ligue arabe. Évidemment, la Turquie ne fait pas partie de la Ligue arabe, mais ça a des conséquences, des contre-chocs au sein de la Ligue arabe. La réinsertion de Bachar al-Assad au sein de la Ligue arabe aussi. On est dans un moment de recomposition et d'incertitude. Ce que cherchaient les États arabes, qu'on appelle modérés, je ne sais pas si le mot a beaucoup de sens, parce que les autres États ne sont pas forcément moins, mais en tout cas qui cherchaient chez Israël un allié fort et prévisible. Donc là, le gros problème, c'est qu'une grosse partie de la politique extérieure israélienne est obérée, est hypothéquée à sa politique domestique. Absolument. Merci infiniment pour ces analyses passionnantes. On n'a pas pu tout dire, mais enfin on a dit l'essentiel, je crois. À très bientôt, en tout cas, et passez un très bon Shabbat, ainsi qu'à toutes nos auditrices, tous nos auditeurs. Merci beaucoup, Elie Beressi. Merci beaucoup, Shabbat Shalom.